Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire, Med6 co-organisé avec, CrowdStrike du coup. Heu, je vais donc aujourd'hui on va parler de la pourquoi opter pour une plateforme unique est la clé d'une gestion efficace de la sécurité. Donc avant d'entrer, dans le vif du sujet, je vous propose de faire un tour de table. Donc vas-y Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Nicolas Cosiel, donc je suis solution architecte chez CrowdStrike depuis 4 ans. Et pour ma part, donc Jérémy Jacques, je suis responsable avant-vente, au service manager de Med6. On verra un petit peu plus tard ce que c'est, donc ça fait un peu plus de 4 ans que je suis chez Med6. Donc avant d'entrer sur, l'aspect plateforme unique, on va déjà un petit peu, faire un retour sur le paysage des menaces actuelles. Donc, Nicolas, si tu veux nous présenter tout ça? Ok, t'es sur la slide 5 là, c'est ça? Donc, Yes. ce que je vous propose avant qu'on puisse orienter la discussion justement sur les bienfaits d'une plateforme centralisée, consolidée, etc., sur comment ça peut faciliter la vie sur la gestion des menaces, etc., euh, je vous ai extrait en fait un peu d'informations provenant de notre Global Threat Report. Donc, le Global Threat Report, c'est un report qu'on produit en fait chaque année, début d'année généralement, et qui fait un petit peu une synthèse de tout ce qui s'est passé sur l'année précédente, avec après quelques insights sur ce qui potentiellement va être nouveau, à quoi on pourrait s'attendre pour l'année d'après, donc 2024. Donc sur ce rapport-là, je vous ai ressorti en fait essentiellement 6 statistiques. On va peut-être pas toutes les faire, mais une donnée importante, c'est la première, donc plus 34. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, CrowdStrike donc, est un leader dans la threat intelligence, donc la capacité de collecter de l'information, de l'enrichir et derrière de corréler tout ça par rapport à des profils d'adversaires. Ces adversaires-là ont augmenté de 34 l'année dernière. C'est-à-dire que vraiment, il y a le nombre de personnes qui tentent d'attaquer des organisations ne fait que croître. Donc, je suis arrivé chez CrowdStrike il y a 4 ans, on en suit à peu près 130. Donc, on a fait un bon plus 100 en 4 ans. Donc ça veut dire que plus d'attaquants, donc plus d'opportunités d'attaque pour eux vis-à-vis des organisations. Euh, sur ces attaquants-là, il y a 2 informations qui sont sympas à retenir, on va dire aujourd'hui. C'est si on prend celle du milieu en bas, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus en fait de divulgation en fait, des informations sur le web. Donc le temps du ransomware plus rançon est entre guillemets continu, mais ils ont changé un petit peu leur méthodologie avec d'abord le passage par la case exfiltration de données. Donc ils vont extraire le maximum d'informations possibles en essayant de cibler bien sûr les données critiques et confidentielles, dans le but de vous menacer de soit les revendre, je sais pas, à des concurrents, soit les divulguer si ça peut entacher par exemple la réputation d'une entreprise ou mettre à mal le produit, je ne sais quoi. Ils vont menacer de diffuser ça publiquement sur des sites et on va avoir des profils d'adversaires qui se sont spécialisés dans cette partie-là, donc qui vont héberger des sites web, en faire la promotion, gérer le hosting des données, faciliter le partage, etc. Donc il y a vraiment tout un écosystème différent. Chaque adversaire va se spécialiser dans cette partie-là. Le gros fait marquant en fait sur l'année dernière, c'était aussi des attaquants qui se spécialisaient entre guillemets sur le cloud. Donc on va parler de cloud conscious. Ça va être des adversaires en fait qui vont commencer à s'adapter entre guillemets à l'environnement targeté. C'est-à-dire que ce qui se passait il y a quelques années sur cette partie cloud, c'était que généralement, ce qu'on voyait, c'était des crypto-miners. C'est-à-dire qu'ils utilisaient vos ressources cloud pour générer de la monnaie par le fait de faire forger, par exemple, du Bitcoin ou des choses dans ce genre-là. C'était plutôt ce genre de malware qui était assez répandu sur les environnements cloud. Là, maintenant, ce qu'on observe, c'est que les attaquants ont changé, entre guillemets, leur technique par rapport aux environnements cloud et ils vont soit adapter leur script d'attaque, soit ils vont capitaliser sur les outils déjà existants. Donc, ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est des attaquants qui vont, par exemple, utiliser la CLI d'AWS, donc les outils fournis directement de base par AWS pour manager, entre guillemets, votre plateforme cloud. Ben, ils vont les utiliser pour et détourner leur usage. Et des exemples très simples, ça va être, par exemple, d'aller rechercher la liste des images qui sont hostées dans votre cloud provider. Automatiquement, Amazon fait l'assessment de sécurité en termes de CVE. Et donc, du coup, au final, pour l'adversaire, ça veut dire quoi? Ben, il va faire son shopping
il va regarder la liste des images présentes, il va regarder la liste des CVE qui sont présentes dessus, et il va aller tout bêtement charger, démarrer un conteneur, par exemple, une image qu'il connaît comme étant vulnérable parce qu'il sait exploiter cette vulnérabilité, etc. Donc il y a pas mal comme ça de mécanismes qui ont été de plus en plus vus sur l'année dernière, et les augmentations, là on parle de 110%, donc des adversaires qui sont entre guillemets spécialisés dans l'approche cloud pour attaquer. Le dernier chiffre qui est intéressant de voir, c'est que il y a une augmentation encore de 60% des intrusions interactives. Interactive, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'attaque automatisée, c'est vraiment quelqu'un potentiellement qui va se loguer dans une organisation et qui manuellement va commencer à faire de la recherche de reconnaissance, donc savoir d'où est-ce qu'il a mis les pieds, sur quel type de machine, les privilèges associés, etc. Quelles sont les solutions en place, le périmètre en place. Et quand on parle d'interactif, c'est de dire qu'il va adapter en fait son scénario d'attaque en fonction de ce qu'il va découvrir en live lors de sa session. Donc ça, c'est des adversaires qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus compétents. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a aussi eu des exemples et des cas d'usage où c'était moins le cas. C'est-à-dire que les attaquants n'étaient pas forcément ultra bons, mais derrière, ils vont utiliser des outils comme du ChatGPT, etc. pour les aider et sans trop de gêne, on va dire, vont capitaliser là-dessus en live directement pendant l'attaque et vont même aller consulter le site web directement depuis le poste infecté. Voilà très rapidement pour quelques stats. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît, Jérémy? Oui, c'est fait. Donc du coup, sur la slide numéro 6, donc sur cette partie-là, une autre information qui est vraiment capitale, c'est qu'aujourd'hui, chaque année, donc c'est vraiment un critère qu'on suit énormément chez CrowdStrike, parce qu'en gros, c'était la vision qu'on en avait, et en fait, ça ne fait que confirmer la vision qu'on avait depuis le début, c'est que les adversaires abandonnent progressivement les malwares. C'est-à-dire que de moins en moins, les malwares sont utilisés dans le cadre d'une attaque parce que ça se détecte, parce que ça fait sonner potentiellement des logiciels de sécurité qui sont présents dans votre organisation, etc. Et donc, ils vont plutôt se rabattre sur des outils légitimes pour mener à bien leurs attaques. Donc ça, on va parler par exemple de command line, de PowerShell, de script. Si RDP est déjà installé, ils vont utiliser RDP. Si pareil, s'il y a du TeamViewer ou des choses comme ça. Donc tout un ensemble d'outils qui sont soit natifs sur un OS. Donc on va parler d'outils par exemple sur un OS Microsoft. Il y a énormément en fait de ce qu'on appelle de load beans, etc. Donc de librairies, de binaires qui peuvent être détournés en fait dans le but de mettre en œuvre un accès initial pour télécharger des outils supplémentaires, etc. Donc ils vont plutôt utiliser comme ça ces outils qui sont présents de base au niveau des systèmes d'exploitation et les détourner dans le but de mettre en œuvre leur attaque. Et après tout à l'heure par rapport aux interactives intrusions, vous avez un peu des statistiques aujourd'hui sur les secteurs où on a vu ce type d'intrusion le plus. Donc on a bien sûr des secteurs de la technologie, télécommunications et finances qui sont vraiment ceux qui sont le plus touchés par ce type d'attaque avancée aujourd'hui, avec forcément une forte pondération aux États-Unis, mais l'Europe n'a pas à rougir, on arrive derrière en deuxième position par rapport à ce type d'attaque. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît, Jérémy ? Yes. Donc là, cette stat, elle a importance aussi, c'est aujourd'hui le breakout time. Donc quand on parle de breakout time, ça va être le temps nécessaire pour un adversaire, lorsqu'il va être entré chez vous sur un premier hôte, qu'il l'aura compromis, d'aller depuis cette machine sur une autre machine, donc via un mouvement latéral. Généralement, on s'attarde sur ce temps qui ne cesse de décroître, parce qu'aujourd'hui, la première machine souvent qui est compromise dans un SI, elle a souvent très peu d'intérêt du point de vue de l'attaquant. C'est pas la machine qui va contenir le plus d'informations, le plus de données sensibles. Par contre, ça va être ce premier point d'entrée pour l'attaquant qui va lui permettre d'aller rebondir sur des machines qui vont être bien plus intéressantes pour elle, pour faire de l'extorsion de données ou de l'intrusion tout simplement pour le contrôle de votre SI. Aujourd'hui, ce temps moyen, il est passé de 84 minutes en 2022 à 62 minutes en 2023. Donc une nette diminution de ce temps-là. Donc des attaquants plus rapides. Le plus rapide, donc la petite information en bas à droite là sur la slide, le plus rapide qui a été vu par CrowdStrike aujourd'hui, c'est 2 minutes 7. Donc c'est vraiment très très peu. On voit qu'ils continuent, donc les attaquants continuent d'être de plus en plus rapides, d'aller de plus en plus vite pour contourner les différents moyens
de réponse à incident qu'on met en place. Donc c'est vraiment quelque chose qui à bien garder en tête. Aussi, si je peux compléter, c'est qu'un Ouais, vas-y, des vas-y. moyens aussi qui a permis en fait de réduire ce breakout time, donc le temps nécessaire pour avoir un accès initial et se propager au sein du SI, c'est aussi on verra dans la slide suivante, c'est qu'il y a une forte augmentation en fait de l'usage de l'identité dans le biais des attaques. Donc il y a 80% du temps, les attaquants vont utiliser l'identité pour mener à bien leur attaque, et ça leur permet en fait d'accélérer grandement en fait leurs attaques. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément dans le mode où on va faire de l'exploit de vulnérabilité d'une application exposée ou quelque chose comme ça. On va tout simplement se loguer. J'utilise un login mot de passe valide et ça me permet d'arriver dans l'organisation. Avec un peu de chance, le mot de passe que j'ai réussi à acheter sur le web ou que j'ai réussi à dérober a des droits avancés parce qu'il est local admin de sa machine, etc. Et donc là, je vais fortement à la fois faciliter la vie des adversaires, mais également ça va leur permettre d'aller plus vite parce qu'ils vont tout de suite avoir la main sur la machine sans avoir fait sonner quoi que ce soit d'un point de vue mécanisme de sécurité. On va parler, je sais pas, de WAF, de firewall ou vraiment de tous ces éléments de sécurité périmétriques ne vont pas du tout sonner parce que l'attaquant ne fait que se loguer. Et donc du coup, il y a besoin d'avoir aussi des outils adaptés à ça d'un point de vue identité. Tu peux peut-être enchaîner Ouais, sur. je te propose de passer à la slide suivante. En effet, par rapport à ce que tu dis, en effet, la partie identity, donc qui est la base aujourd'hui des attaques, on le voit. On va plus en effet s'embêter à utiliser une porte dérobée dans une macro Excel ou ce genre de choses qui va demander un peu plus de complexité, qui va aujourd'hui aussi beaucoup répondre à un cas d'usage qui est couvert par les EDR qui sont nettement déployés aujourd'hui sur le marché. Donc ça a pu être le moyen d'entrée principal, on va dire. On va essayer de faire plus simple pour aller plus vite et du coup accéder à bien plus d'informations de façon tout à fait légitime parce qu'on va juste se connecter avec un identifiant, un mot de passe qui ont été compromis. Donc voilà, c'est ingénierie sociale simplement, quoi. Donc là, il y a deux exemples d'identité d'attaquants qui sont présentés, donc Cozybear et Scattered Spider, qui sont des cas concrets observés par les équipes de CrowdStrike. Sans aller trop loin dans les détails, voilà, on peut avoir soit une simple campagne de phishing, ou alors quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qui va aller vraiment targeter des sociétés spécifiques avec une ingénierie un peu plus poussée derrière, mais ça reste l'identité de l'utilisateur qui est attaquée. Hop. Ce qui nous amène à la partie Cloud Consciousness, si tu veux. Sur la partie cloud, donc ça reprend un petit peu des stats par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le fait qu'il y ait une augmentation en fait des adversaires qui sont entre guillemets conscients d'être dans un environnement cloud et qui vont s'adapter. Donc tout à l'heure je parlais de crypto-mineurs et en fait aujourd'hui ils vont adapter leurs attaques pour s'adapter à ce type d'environnement. Et donc là par exemple ça va être la capacité de se rajouter un facteur d'authentification, par exemple dans Entra ID, de rajouter des droits admin à un utilisateur cloud déjà existant, ou alors tout simplement d'utiliser les capacités de snapshot des environnements cloud pour facilement faire de l'extraction de données. Donc ça, c'est vraiment des exemples assez simples, mais qui permettent d'illustrer que la façon d'attaquer change dans cette partie cloud et on a moins cette vision de périmétrique avec une machine initiale compromis qui va me permettre d'adresser un réseau complet d'une entreprise. On va être par exemple sur du cloud, on va être plutôt sur soit je vais pouvoir aller taper dans tout ce qui est dispo parce que les privilèges de l'application ont été mal configurés, ou alors je vais pouvoir réussir à voler des clés API avec des privilèges élevés et après je peux tranquillement continuer mon attaque depuis chez moi sans passer par une ressource qui appartient à l'entreprise. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui font que le périmètre à protéger se complexifie, évolue énormément et potentiellement aujourd'hui va être adressé avec plusieurs produits différents, ce qui fait que ça ne va pas faciliter la vie de tout le monde pour répondre à ça efficacement. La slide suivante, ça va être sur la partie toujours paysage des menaces. On va aussi s'intéresser sur la surface d'attaque et sur les vulnérabilités qui sont les plus, on va dire, prisées par les adversaires. Et en fait, dans ce domaine, un des éléments qui est pas forcément surprenant, je pense pour vous, c'est que les adversaires continuent de choisir leur porte d'entrée. Ils les prennent pas au hasard. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que les appliances réseau, ça reste quand même situé donc en bord de réseau. Forcément, c'est périmétrique et ça repose souvent sur
des architectures qui sont parfois obsolètes, c'est-à-dire des systèmes qui sont plus supportés, qui ne sont pas forcément patchés, ou alors sur lesquels on ne peut pas installer par exemple un EDR qui va permettre de surveiller tout ça. Et donc du coup, ça va donner aussi lieu à des entrées d'adversaires en exploitant des CVE. Et en fait, on peut citer notamment récemment des exemples sur des VPN Cisco, Citrix ou même Palo Alto, où il y a eu pas mal de CVE critiques. Là, je crois en 6 mois, ils ont été tous les 3 touchés. Et donc ça permet au fait d'illustrer aujourd'hui que ça reste quand même une porte d'entrée intéressante, on va dire, pour les adversaires, parce que ça leur permet directement d'accéder à l'ensemble du réseau de l'entreprise. Pour vous donner un petit peu d'insight sur l'année, qu'est-ce qui va se passer, à quoi il faut s'attendre pour 2024, on a gardé 2 slides en fait pour parler un petit peu de ce qui va arriver. Aujourd'hui, il y a pas mal de modes, pas mal de bruit autour de tout ce qui est LLM, tout ce qui est à base de ChatGPT, etc., où on nous vend que les adversaires vont être 10 fois plus puissants grâce à ça et on va avoir une explosion des attaques par rapport à tout ça. Donc c'est juste pour vous partager un petit peu d'informations par rapport à tout cas de la donnée concrète de ce qu'on a pu observer. Donc si on parle d'IA générative, de manière générale, pour les attaquants, l'IA, le principal effet et le bénéfice pour eux, ça va être avant tout d'abaisser le coût d'entrée pour une attaque. Potentiellement, ils vont pouvoir demander à de l'IA de scanner, entre guillemets, les applicatifs installés, à la recherche de CVE, de choses comme ça. Ça va permettre aussi, ce que je disais tout à l'heure, à des adversaires qui ne sont pas forcément compétents ou moins compétents en tout cas, d'avoir un assistant qui va leur permettre de les accompagner, de monter en compétence et en productivité par la génération de code ou par la review de leur script, etc. Peut-être un sujet aussi, si tu me permets, ouais. Oui. Avec l'IA également, on va voir aussi tout ce qui est campagne de phishing, alors qui est quelque chose de tout bête, hein, mais des fautes de grammaire ou de conjugaison qui vont être réduites dans les mails, du coup, une attaque qui va être sensiblement un peu plus de meilleure qualité, un mail qui va être plus difficile à considérer comme frauduleux. Parce que du coup, voilà, tout ce contenu du mail sera plus qualitatif et donc forcément plus difficile à distinguer par l'utilisateur aussi, quoi. C'est vraiment les deux aspects. Ça va être l'aide, entre guillemets, à améliorer, développer leurs outils d'attaque, le script, leur code et compagnie. Et le deuxième, c'est vraiment cette partie-là, donc améliorer l'efficacité des opérations de social engineering. Ce qu'on a observé le plus là depuis 2023, on va dire, c'est que c'est plutôt le second aspect qui est le plus utilisé, donc la partie amélioration des opérations de social engineering. Donc ça va être plutôt sur cette partie-là aujourd'hui que les attaquants utilisent le plus. Après, il faut reconnaître que la visibilité sur le sujet, elle peut être relativement limitée, dans le sens où c'est pas forcément évident de reconnaître les instances où de l'IA générative a été utilisée. Il n'y a pas forcément beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui montrent que l'IA a été utilisée pour générer du code, ou alors il y a même potentiellement les adversaires peuvent prendre soin d'enlever ces marqueurs-là pour éviter que ce soit visible. Les choses comme la façon dont sont formatés par exemple les commentaires dans le code, ça va être ce genre d'indicateurs qui vont nous permettre de nous donner la puce à l'oreille, mais s'ils sont supprimés derrière, ça reste du code, donc c'est pas toujours évident. On a quand même eu quelques exemples où on l'a vu clairement que ça avait été utilisé, et c'est le cas des 2 adversaires que vous voyez donc sur la slide, donc Indrix Spider et Scattered Spider. Dans le cas d'Indrix Spider, en février 2023, en gros, nos équipes de réponse à incident, ils ont répondu en fait une attaque qui impliquait l'utilisation d'un ransomware qui s'appelle Logbit Red. Et en fait, au cours de cet incident, sur une machine compromise, l'attaquant en fait avait filtré des identifiants d'Azure Key Vault, qui est un service donc de stockage cloud, de secrets, de mots de passe, de clés API, etc. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que pendant que l'attaquant est en train de faire ça, en checkant, en fait, en analysant l'historique de navigation sur la machine compromise, en parallèle, on voyait que l'attaquant, il était sur Google, sur Bing, sur GitHub, et qui recherchait en fait comment exfiltrer ces données-là. Donc, il s'adaptait vraiment en live à ce qu'il faisait. Il n'était pas forcément compétent dans le domaine. Et en fait, on voyait aussi qu'il utilisait ChatGPT. Donc, il y avait pas mal d'interactions avec ChatGPT. En fait, donc on voyait vraiment que ça venait l'aider, l'épauler tranquillement pour mener à bien son attaque. Et donc, du coup, ça peut nous mettre à la puce à l'oreille, parce que cet attaquant-là n'était pas forcément compétent aujourd'hui pour mener ce type d'attaque, notamment sur tout ce qui est environnement cloud, et là, c'est dans le cas d'Azure.
Et donc, du coup, pour combler ce gap-là, il va utiliser ces outils de LLM comme ChatGPT. Un autre exemple, et on finira là sur cette slide, c'est que Scattered Spider, aujourd'hui, c'est un des acteurs, il y a eu il y a eu des personnes qui se sont fait arrêter là-dessus. C'est un des plus gros groupes d'attaquants les plus actifs en ce moment. Ils sont présents partout, ils sont présents en Europe, aux US, en Russie, etc. C'est vraiment pas mal, donc très spécialisé dans la partie criminelle. Et en fait, là, on les a vus, par exemple, utiliser le module PowerShell d'Azure AD pour télécharger des immutable ID dans Entra ID chez un client dans le domaine de la finance. Et en fait, il se trouve que ce script qui avait été exécuté, en fait, ressemblait trait pour trait dans la façon, dans son style, dans l'indentation, la façon dont les commentaires avaient été ajoutés, etc. Ça sentait en fait le LLM, c'est-à-dire que le script a été vraiment généré là-dessus. Et donc, pour le coup, ils ont dû le préparer en amont, mais en tout cas, le résultat, ils n'ont pas forcément pris le soin de supprimer ces marqueurs-là pour l'identifier. Donc, on voit quand même que c'est utilisé. Et dernière slide pour finir en fait sur cette partie paysage des menaces, c'est juste sur l'horizon 2024. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une année sans précédent parce que c'est l'année où il va y avoir le plus d'élections politiques dans le monde. Alors, de notre lorgnette, on va voir tout ce qui va avoir attrait, par exemple, à la présidentielle en Russie, aux États-Unis en novembre, les élections européennes et très récemment les élections législatives. Après, il y en a pas mal aussi qui sont pas forcément, qui sont moins médiatisés en fait chez nous, mais ça va être les élections par exemple en Inde, Pakistan, Bangladesh, etc. Et c'est notamment pas mal de pays qui hébergent en fait des groupes d'attaquants. Et en fait, ces élections mondiales vont toucher à peu près 42% de la population. Et donc là, ça va être important parce qu'en fait, on va voir tout de suite que potentiellement, les élections, ça peut influencer les politiques des pays, les contextes géopolitiques, etc. Et c'est généralement des moments propices pour les attaquants pour être actifs. Et là, on va plus parler des attaquants étatiques pour essayer, par exemple, d'influencer ou de compromettre une campagne électorale au sein d'un pays. Et ça peut être fait par plusieurs biais, soit en attaquant les machines qui font les décomptes ou qui vont recevoir les votes, etc. Donc plutôt du hacking traditionnel. Mais ça peut être aussi lié à des campagnes de désinformation. Et là, les Russes sont très très forts, par exemple, par rapport à ça, pour essayer d'influencer les opinions ou d'attaquer les sites web de ceux qui font la promotion d'un parti, entre guillemets, ennemi du groupe d'attaquants. Ils vont aller faire du défaçage de ces sites-là, ils vont aller les compromettre, etc., pour éviter de diffuser leur information. Donc c'est des choses qu'on a vraiment observées là depuis quelques années et on estime que ça va forcément continuer. Puis forcément, des événements majeurs qui restent aussi, ça va être les JO. Donc là, on le voit déjà, mais déjà, les JO, on peut encore commencer que le nombre d'hier, par exemple, a augmenté là depuis 2-3 mois à peu près. Donc on voit clairement que ça va être aussi un événement qui va avoir un impact d'un point de vue cyber. Est-ce que tu peux passer à la slide Ouais. tout de suite à la slide 14 Ouais. Donc par rapport à ça, en fait, on partage en fait un retour des clients. Donc on a interrogé plusieurs centaines de clients, notamment CrowdStrike, pour avoir un petit peu leur ressenti par rapport à leur situation actuelle en termes de cybersécurité. Ce qui ressort, c'était le constat, c'est que tout le monde était d'accord que dire que la sécurité aujourd'hui c'était une mission qui était critique et vue comme critique au sein de l'organisation et qui nécessitait, parce qu'elle nécessitait aussi de bloquer des attaques toujours plus complexes. Et les deux autres points qui ont ressorti, c'est aussi la notion de fragmentation. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont beaucoup trop de produits et d'agents différents pour mener à bien leur mission. Et forcément, trop de plateformes, trop de produits, etc., ça lié aussi à des dépenses. Et donc aujourd'hui, ils estimaient que leur cybersécurité, c'était très coûteux et que les dépenses liées à la cybersécurité ne faisaient que croître aujourd'hui dans leur périmètre. Si on regarde la slide suivante, sur la slide 15, très rapidement avant de passer à la suivante, s'il y a peut-être un chiffre à retenir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, par rapport à ces centaines de clients interrogés, le chiffre qui ressort, c'est à peu près 13 voire plus agents différents d'installer sur leur machine pour mener à bien leur mission de cybersécurité et d'IT, par exemple, donc un peu tout confondu. Et donc là, on va parler, par exemple, d'agents sur la partie vulnerability management, EPP, EDR, proxy, VPN, log collector, patching, etc. Donc, généralement, la moyenne qui ressort, c'est un peu plus de 13 agents déployés sur l'ensemble de leur poste. Et donc, du coup, on verra pourquoi du coup la notion de consolidation va prendre du sens, parce que plus il y a d'argent, plus on va impacter les ressources sur la machine, plus on va augmenter les potentiels problèmes de performance ou d'un impact sur les applications, etc. Tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît, Jérémy? Yes.
Ouais. Donc là aujourd'hui, en fait, ce dont on se rend compte que c'est qu'aujourd'hui les adversaires évoluent entre tous ces produits. Ils essayent de trouver un chemin justement qui est le plus simple pour eux pour éviter d'aller dans des complexités absolues. Donc aujourd'hui, on a des coûts et de la complexité supplémentaires, des déploiements, des intégrations et des opérations de support sur tous ces produits-là, et un temps de réponse qui, du coup, potentiellement peut augmenter avec la latence entre tous les produits. Ça, forcément, aujourd'hui, avec le cloud consciousness, bah, les acteurs jouent au travers de ces failles, on va dire, pour venir un petit peu justement se frayer un chemin et travailler au milieu de ces produits silotés. Ce qui va en fait de phase avec l'augmentation du nombre d'intrusions aussi dans la partie cloud. Aujourd'hui, on voit pas mal de solutions en mode SaaS qui sont pris sur le SI. Tout ce paysage des menaces nous amène du coup à un défi un petit peu qu'on voit jusque-là pour les sociétés, c'est de devoir gérer tous ces produits, tous ces outils de sécurité qui ont chacun un rôle défini dans la protection de l'entreprise. Mais pour autant, il n'y a pas que la protection, il faut aussi les soutenir, il faut les configurer, les déployer. Donc tout ça, ça demande du temps, de l'investissement pour les sociétés. Et donc, on va voir justement un peu par la suite comment cette plateforme unique va pouvoir un peu aider à répondre à différents besoins. Avant de rentrer dans cette plateforme, je vais juste rapidement vous parler de Métis. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Donc, aujourd'hui, Métis est un acteur reconnu dans le conseil d'intégration de solutions de cybersécurité, de cloud et également d'infrastructure. On a à peu près 12 agences en France, donc ça représente 500 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires en 2023 de 80 millions d'euros et 640 clients actifs et satisfaits. Donc, aujourd'hui, Métis, dans Métis, on retrouve une entité qui s'appelle les services managés Métis, donc qui vont être des services managés pour tout ce qui est solutions et services de cybersécurité et de cloud. Donc on va retrouver 3 sites en France, à peu près 70 collaborateurs, 70 000 endpoints managés. L'objectif de ces 3 sites et de ces collaborateurs, ça va être d'accompagner les sociétés justement dans ce paysage de menaces, mais aussi de maintien en condition opérationnelle des produits de sécurité. Donc on va retrouver trois sites, Tours, Rennes et Paris, avec un peu de proximité du coup client. Nos objectifs, ça va être vous accompagner dans le déploiement et la supervision de tous vos produits de sécurité. Vous accompagner aussi dans le conseil, au travers de Métis au sens large, pour des menaces cyber, pour des besoins d'infra ou de cloud. On va également assurer ou pouvoir assurer le MCO et le maintien en condition de sécurité également de vos produits, que ce soit des produits de sécurité ou non. Et donc proposer autour de ça une valeur ajoutée avec nos retours d'expérience clients. Donc vraiment une possibilité un petit peu de répondre à tout ce canevas de cybersécurité. Donc on va pouvoir aller de l'identification des menaces jusqu'à la protection, la détection et la réponse en cas d'intrusion, mais également derrière pouvoir faire de la récupération ou de la reconstruction en cas de grave incident. Aujourd'hui, en termes de couverture des services managés de sécurité, on va pouvoir répondre à des besoins divers et variés sur à peu près tous les scopes, donc une couverture à peu près à 360. On le voyait jusque-là, la partie EDR, EPP, donc sur les appareils. On va pouvoir aller aussi sur du réseau, des données, toute la data, des applicatifs avec cet aspect cloud, conscious, et de l'identité. Donc, de la détection, de la remédiation. On va vraiment pouvoir vous accompagner sur tous ces aspects-là au travers de produits comme aujourd'hui on le présente avec CrowdStrike. Et donc, le problème de dispersion de la donnée, tu peux nous en dire plus du coup, Nicolas?
Ouais, merci. Donc du coup, aujourd'hui, la vision de CrowdStrike, c'est vraiment notre point de vue et sur quoi on pousse déjà depuis le début, hein. Donc pour rappel, CrowdStrike, c'est qu'on n'a pas forcément pris le temps de présenter CrowdStrike, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Ouais, en On effet. est une solution avant tout cloud native, hein. C'est-à-dire que depuis le début, on a créé la société et la plateforme dans le cloud, pour le cloud et qui va capitaliser en fait sur les bénéfices du cloud. En fait, pourquoi on a fait ça? C'est que la vision à la base, c'était de dire qu'aujourd'hui, la sécurité en fait a un problème avant tout de gestion de données, donc de gestion des datas, et que pour en fait aller aussi vite que les adversaires, nous avions besoin en fait de résoudre ce problème de gestion de données, qui est le problème actuel en fait des SOC. Et pour être efficace, les SOC ils doivent être capables de trier des volumes de données massifs pour trouver, analyser, répondre et répondre aux menaces forcément. Et en fait, pour faire ça, nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une approche avec de bonnes fondations. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a créé avant tout, depuis le début, on parle de plateforme de sécurité, pour donner la vitesse dont vous avez besoin et la vitesse dont vous avez besoin pour répondre pour répondre à une attaque et prendre les bonnes décisions. Donc, l'approche data-centrique qu'on a est plutôt unique sur les marchés aujourd'hui. Et en fait, elle va du coup permettre de répondre à cette problématique-là. Comme on l'a mentionné là depuis le début, c'est qu'on investit énormément en fait sur notre plateforme et notre technologie, mais aussi là, et ça c'est un point de différenciation de CrowdStrike, c'est qu'aujourd'hui on investit aussi également dans nos capacités humaines, et ça depuis le début de la création de l'entreprise. Donc on a énormément de compétences en fait, notamment sur la partie threat intelligence, renseignement de la menace, réponse à incident, et aussi sur la notion de data science. Aujourd'hui, on a depuis le début en fait, on fait du machine learning par exemple pour remplacer la partie antivirus. On n'a pas de scan, on n'a pas de signature, etc. On se repose à 100% sur notre modèle de machine learning. Et en fait, cette capacité à faire du machine learning, on le fait à tous les étages. Donc, on va le faire sur la partie scan de malware par exemple, mais on va aussi le faire sur l'analyse de scripts, sur l'exécution de code, sur le comportemental, sur l'enchaînement d'événements de sécurité, etc. au niveau d'une machine. Vraiment, depuis le début, on capitalise là-dessus pour améliorer notre produit. Et en fait, ce que ça nous a permis, en fait, ce que ça nous a donné, c'est avant tout un aperçu précieux, notamment la threat intel, sur l'évolution continue des adversaires. Et en fait, ça nous permet de nous informer aujourd'hui sur vers où on devrait aller pour garder notamment une avance sur, par exemple, depuis tout à l'heure, on parle d'identité. En fait, dès 2019, les adversaires c'est assez récent, hein, la notion d'utilisation de comptes valides, etc., pour accélérer les attaques et surtout la démocratisation de ce type d'accès initiaux. On a commencé à avoir une grosse spécialisation là-dessus depuis 2019. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est à 2019, on a commencé à développer et à sortir notre produit ITDR, donc Identity Protection, parce qu'on a vu que les adversaires commençaient à utiliser de plus en plus les identités dans le cadre de leurs attaques, et donc il fallait pouvoir y répondre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en même temps que les adversaires allaient vers l'identité, on les a forcément suivis et on a anticipé cette généralisation-là en sortant un nouveau produit. Donc ça, on continue de le faire. En fait, à chaque fois qu'on voit des nouvelles méthodologies d'attaque, etc., on va soit améliorer les produits existants pour améliorer, on va dire, la couverture sur ce type d'attaque-là, ou si c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, on va développer un nouveau produit pour affronter cette nouvelle menace, toujours dans l'approche data-centrique, plateforme unique, agent unique, etc. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? C'est fait. Très rapidement, aujourd'hui, on va pas forcément passer du temps à se comparer avec les autres, c'est de dire aujourd'hui CrowdStrike, c'est donc de base ce que je disais tout à l'heure, une architecture qui est cloud natif depuis le début et by design. Donc tous les mécanismes de corrélation de données, de détection temps réel, etc., de community, immunity, etc., ça a été prévu déjà depuis le début. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de solution hybride. C'est pas une solution on-prem qu'on a portée dans une VM AWS, etc. On a vraiment une solution qui crée depuis le début dans le cloud, et tous les mécanismes d'analyse de big data, de corrélation de données, d'analyse d'IOC, de partage d'informations de threat intel entre nos clients, etc. Ça a été prévu depuis le début en capitalisant sur le cloud. Et en fait, sur le deuxième point, sur la plateforme unique, notre plateforme, tout est en microservices, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir de maintenance, d'interruption de la plateforme de plusieurs heures sur la totalité de la plateforme, mais ça va plutôt potentiellement lié à certains services sous-jacents. Et donc, généralement, vous ne voyez pas d'interruption de service au niveau de la console. Si on parle de console, on n'en a qu'une seule aujourd'hui. Et le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on... Oui? Ouais, vas-y, pardon. Sur la plateforme, on a une seule plateforme, une seule console, un seul agent. Et en fait, tout est ouvert et extensible. C'est-à-dire que, bien sûr, il va y avoir nos modules natifs qui vont être couverts de base par notre console, mais également, aujourd'hui, on est capable d'accueillir des
des types de techno tierces directement chez nous et on adopte des approches plutôt open, donc notamment par exemple sur les parseurs qu'on fournit, etc. Ça va être de l'open télémétrie, donc c'est facilement utilisable et permet d'accueillir beaucoup plus de choses. Si on passe à la slide suivante. Donc, juste un rappel sur la nature d'une attaque, c'est qu'aujourd'hui, la nature d'une attaque, elle est vraiment multidomaine. Donc, ça peut toucher à de l'Azure AD, ça peut toucher à vos solutions SaaS, à votre solution de MFA, la solution cloud, ça peut être de l'Azure AD on-prem, etc. Donc, vraiment, la nature aujourd'hui d'une attaque, elle est hybride et touche à beaucoup de choses. Et donc, forcément, pour répondre à ce type de menace-là, on a besoin aujourd'hui d'une plateforme qu'on estime unique, une seule plateforme qui va permettre en fait d'ingérer de base la totalité des datas qui vont être pertinentes et utiles pour vous afin de mener une investigation. Donc aujourd'hui, là, ce qu'on propose en fait, pour vous donner juste quelques highlights, comment je peux dire en français, quelques éléments importants sur cette plateforme-là, c'est de base, on va vous proposer en fait une interface unifiée de l'ensemble des détections de vos assets, que ce soit déjà de base bien sûr sur les produits CrowdStrike, EPP, EDR, tout ce qui est XDR, SOAR, ITDR, Cloud Security, etc. Donc, de base, on va vous donner une interface pour gérer tout ça, mais également les détections tierces. Maintenant, on est capable de faire apparaître au même endroit les détections d'autres produits. Et en fait, l'avantage qu'on va avoir aussi dans cette approche-là, c'est que on va aussi proposer en fait de vous faire économiser entre guillemets de l'argent, parce que déjà de base, tous les produits CrowdStrike, la télémétrie, le coût de stockage de la télémétrie, par exemple, est déjà inclus dans nos licences, vis-à-vis d'une approche un peu plus traditionnelle où vous allez potentiellement devoir payer un surcoût d'extraction de notre télémétrie pour la mettre dans une autre solution, restocker une deuxième fois la télémétrie ailleurs, etc. Donc aujourd'hui, on va plutôt avoir une approche assez intéressante par rapport à ça, surtout que de base, tous les produits CrowdStrike, vous allez bénéficier des capacités de détection, de blocage, de réponse, etc., qui sont nativement configurées et tunées par CrowdStrike. Donc du coup, ça réduit énormément la complexité pour aujourd'hui avoir une plateforme unique qui adresse la majorité en fait des besoins que pourrait rencontrer aujourd'hui un SOC. Si on passe à la slide suivante, donc voilà, il reste 3 slides. Le mode de fonctionnement aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un agent unique en fait que vous déployez une seule fois et derrière vous allez pouvoir bénéficier de plein de services, de modules différents avec cet agent unique à déployer. C'est un agent qui se déploie sans reboot sur tous vos OS, workstation, serveur, conteneur, vos domaines contrôleurs dans le cloud, etc. Ça se déploie vraiment partout, Chrome OS. Et derrière, cet agent, avoir une de ses premières missions, en fait, ça va être de collecter la télémétrie dont nous avons besoin pour vous donner de la visibilité, de la détection et des mécanismes de prévention sur l'ensemble des périmètres qu'on va protéger. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce que propose CrowdStrike. Et après, derrière, sur certains éléments, on n'y va pas. On n'a pas de technologie par rapport à ça. Et donc là, on va avoir une approche forte partie. Et donc, par rapport à ces tiers-là, on va faire le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la télémétrie de ces autres acteurs, de nos partenaires. On va parler de Netscope, Zscaler, etc. Donc tous ces acteurs, on va dire sur tout ce qui est proxy mail, proxy web, firewall, etc. On va gérer en fait leur data directement chez nous. Donc on s'occupe de tout stocker avec un connecteur natif qui vous permet de facilement gérer ces données-là. Et après derrière, on va rajouter et faire bénéfice. Donc ça va nous donner un data lake qui stocke la totalité de la télémétrie. Tout ça bien sûr est orchestrable et gérable via API. Et si on regarde la slide juste après, c'est que toute cette data qui va être collectée en fait au sein de notre plateforme va bénéficier en fait de tous les niveaux de data, de toute la partie data layer qu'on offre en fait au milieu de la plateforme. Donc on a énormément de bases de données qui sont graphiques, donc ça permet d'accélérer, de corréler plus facilement des data qui sont à première vue pas forcément ont pas forcément à première vue de rapport ensemble. La base de données graphique va permettre de faire ça assez facilement. Donc on va moins dépendre d'index ou de choses comme ça. Et donc a posteriori, on va pouvoir corréler et faire se joindre en fait des données qui n'avaient pas forcément de rapport ensemble. Et donc cette partie data layer, on le propose à 3 niveaux. Sur la partie menace, forcément, quelle IOC a été vue où, quelle est la data sur l'exécution du process associé, sur quelle machine, etc. Donc ça s'appelle le threat graph. On va avoir la même chose sur la threat intel. Quel malware a été identifié appartenant à quel acteur, quelle technique d'attaque associée, est-ce qu'on a des rapports qui expliquent la technique d'attaque habituelle de cet attaquant-là, quels sont les CV que l'attaquant utilise, etc. Ça, c'est l'intel graph. Et le dernier point, c'est la même chose, mais liée aux assets. Et donc là, va plutôt être donné de la visualisation graphique sur tous les assets avec quel utilisateur s'est logué sur quelle machine,
cette machine a dialogué avec quelle autre machine, sur quel protocole, quelles sont les vulnérabilités présentes, etc. Donc on va avoir vraiment cette base de données aujourd'hui complète sur cette partie graph. Et vous allez en bénéficier sur tous les assets. Dernier point, on peut passer directement à la dernière slide sur la plateforme pour rattraper un peu le temps. C'est que Ouais. une fois que vous avez ces fondations-là, on va rajouter des mécanismes natifs de case management, de workflow, de réponse à incidents basés sur des workflows, etc. On va rajouter également de l'IA, hein, comme les attaquants l'utilisent, pourquoi pas nous. Donc nativement sur la plateforme, on va être capable de fournir par exemple Charlotte AI, qui va vous permettre de répondre à des questions, par exemple sur une command line que vous ne comprenez pas, qui est obfusquée, va pouvoir vous analyser, essayer de désobfusquer la command line, vous expliquer le but et ce que fait ce script, par exemple. Vous allez pouvoir lui demander quels sont les paramètres qui sont vulnérables à une CVE ou des choses comme ça en langage un petit peu familier. Vous allez pouvoir lui parler directement. Et après, du coup, par rapport à tout ça, une fois qu'on a construit vraiment une bonne fondation très solide, on va venir ouvrir un éventail de modules qui vont être possibles, de fonctionnalités qu'on va pouvoir offrir, toujours avec le même agent sans redéploiement. C'est-à-dire que demain, vous n'avez qu'un module, c'est pas gênant. Vous pourriez très bien rajouter a posteriori des modules supplémentaires sans avoir besoin de gérer du déploiement complexe, etc., ou d'installation d'appliances ou je ne sais quoi. Donc on va aller de la partie EDR, toute la partie Identity, Cloud, data protection, gestion des CVE, asset management, IT automation, etc. Énormément aujourd'hui de paramètres qui vont être couverts comme ça nativement par la plateforme. L'avantage, c'est qu'on va fournir forcément du coup la data qui va bien, les mécanismes d'investigation et de réponse associés à tout ça. Mais on va même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la notion de workflow, donc de SOAR, nous permet également de mettre en place des mécanismes de réponse sur nos techno tierces. Donc, par exemple, sur un Mimecast, on va pouvoir automatiser le blocage d'un domaine ou d'un expéditeur. Sur un Zscaler, on va rajouter un utilisateur en groupe restreint. Sur un Entra ID, on va aller reset un password, on va aller révoquer une session. Donc, pas mal de mécanismes comme ça de réponse qui sont nativement inclus en fait dans la plateforme. Et du coup, vous n'avez plus forcément aujourd'hui d'avoir X solutions pour faire tout ça. Donc, vraiment, ce qu'on veut éliminer, c'est la nécessité en fait de switcher entre les onglets, entre les consoles différentes pour à chaque fois aller rechercher un petit peu plus d'informations, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ben, on veut tout proposer au même endroit. Et ça tombe bien, c'est que la majorité de l'investigation de la réponse va se passer sur du endpoint. Et donc, du coup, ça, c'est déjà des choses qu'on fait déjà depuis toujours. Si on peut passer du coup la dernière slide côté CrowdStrike, c'est que donc ce qu'on propose pour résumer un agent unique, toute la gestion de tous vos types de endpoints et de tous vos identités, cloud ou on-prem. Et après, derrière, ce qu'on va proposer, forcément, ça va être de simplifier à la fois l'architecture, le déploiement et minimiser forcément les coûts de maintenance. Tout est dans le cloud. Il n'y a pas forcément de complexité du coup par rapport à tout ça. Donc, ça vous libère d'autant plus de temps pour gérer d'autres projets ou d'autres problématiques. Merci Nicolas. Et du coup, je vais parler plutôt en termes de service manager de mon côté. Donc, les avantages un peu de cette console unifiée, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir une visibilité accrue. Donc, en termes de réponse à incidents, d'analyse de tous les jours de notre SOC pour nos clients, une seule plateforme dans laquelle on va retrouver plusieurs produits, plusieurs services de sécurité. On va du coup avoir la capacité de rassembler, d'analyser des données qui viennent un peu de tout le SI, sans se limiter uniquement au endpoint. Et donc forcément aller un peu plus vite dans l'analyse et la qualification de ces alertes. Derrière, c'est aussi un peu la réduction de bruit et des faux positifs. Forcément, on a un chemin complet où l'alerte avec une vue complète et globale sur tout le SI et pas seulement d'un point de vue unique sur de l'identité ou du endpoint. Donc on va pouvoir un peu démêler le vrai du faux sur les comportements considérés à risque. Et enfin, l'augmentation du coup de la remédiation, de la capacité de remédiation et de réponse d'un MSSP. Aujourd'hui, on l'a bien compris, hein, le temps est crucial. Les remédiations, il faut les faire rapidement et efficacement. Donc aujourd'hui, avoir une seule plateforme dans laquelle on va pouvoir agir sur différents points du SI, que ce soit l'identité, le endpoint ou même des aspects réseau. Derrière nous, c'est un véritable gain de temps,
beaucoup plus rapidement déployer de nouveaux indicateurs de compromission, d'isoler une machine, de reset un password. Voilà. Tout ça, cette plateforme unique nous l'apporte et peut aussi également nous permettre aujourd'hui, dans le cas d'un besoin client où il faut se focaliser sur uniquement, par exemple, l'identité, demain, on va pouvoir vous aider, vous accompagner plus facilement aussi, comme le disait Nicolas, à rajouter le module supplémentaire du endpoint ou du réseau ou de la partie cloud, encore une fois. Donc, pour finir, donc aujourd'hui, pour représenter un peu les piliers indispensables de sécurité, voilà, le premier point qui est un incontournable aujourd'hui, on le retrouve heureusement quasiment partout, donc l'antivirus, aussi appelé EPP, qui est un peu plus complet, et l'EDR sur tout poste de travail et serveur, peu importe l'OS, mais également on tend à pas trop le comprendre dedans, mais souvent la partie mobile est mise de côté, donc avec la partie ce qu'on appelle MTD, Mobile Threat Protection. On a tout ce qui est messagerie, navigation, la sécurité de l'identité également, comme on l'a indiqué, hein, aujourd'hui c'est un des vecteurs potentiellement faciles d'attaque. Et enfin, toute la partie sécurité cloud, le cloud consommé, que ce soit du stockage, de l'applicatif ou même de l'environnement virtuel. Aujourd'hui, ça va être potentiellement un point d'attaque. Donc, on le voit bien hein, dans toute cette présentation avec le paysage des menaces ou même la plateforme aujourd'hui unique qu'adopte CrowdStrike, c'est l'idée qu'une seule technologie de sécurité suffit plus. Un EPP, un antivirus classiquement historique ne suffit plus aujourd'hui à couvrir l'ensemble des menaces qui planent sur un SI. Donc, non seulement cette plateforme unifiée va pouvoir permettre de couvrir la majorité, voire l'ensemble des menaces qui vont être visibles ou être vues d'une entreprise, mais également disposer souvent d'une gestion plus simple, une seule console, un seul agent, et également possiblement moins coûteuse pour une société, que ce soit en termes techniques ou même humains. Disposer de personnes qualifiées sur une technologie d'un seul éditeur versus best of breed, c'est pas du tout la même approche. Et enfin, nous, en termes de services managés, parce que je le rappelle, hein, des outils, c'est tout un premier level, mais si derrière, vous n'avez pas l'humain qui va pouvoir permettre de qualifier, de répondre à ces incidents, voilà, disposer d'une couverture cyber sur tout ce scope de protection en 24/7, parce que malheureusement, les attaquants ne s'arrêtent pas aux heures ouvrées, j'ai envie de dire, pour faire le bonhomme de chemin. Un grand merci à tout le monde pour votre présence. J'ai l'impression qu'on a été assez clair, Nicolas. Je vous souhaite du coup une très bonne journée à vous, une bonne continuation et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.